je vais parler de questions un peu plus politiques théoriques par rapport au mouvement des femmes et à la question de l'oppression des femmes dans notre travail politique. Et tout d'abord, je vais expliquer le thème de l'intersectionnalité. C'est un thème un peu académique, mais qui est repris dans des thèses politiques aussi. Moi, j'emploie plus le terme implication des relations d'oppression. C'est la même chose, j'entends la même chose. Et je crois que c'est un concept très important à dominer, à manier dans notre travail politique. Donc, jusqu'ici, j'ai parlé du patriarcat en tant que système d'oppression, car il s'agit d'un ensemble de normes, de conceptions, de règles de comportement et des relations entre les êtres humains, qui a des aspects économiques, sociaux, politiques, culturels, psychologiques. Mais attention, ce n'est pas un système invariable et indépendant. L'oppression patriarcale est intrinsèquement liée avec les modes de production et donc en cette époque historique avec le capitalisme néolibéral. Les deux systèmes en général se renforcent, mais ils peuvent aussi entrer partiellement en contradiction. Là, par exemple, on parle de la mondialisation, de la féminisation de la force de travail. Et là, ça implique, ça a des implications contradictoires. Donc, le capitalisme néolibéral pénètre dans le monde entier, dans des zones qui n'ont pas été structurées jusqu'ici par ces relations de production. Donc, il y a les multinationales qui arrivent en Asie, en Afrique, partout, bon, en Amérique latine depuis déjà plus longtemps. Et qu'est-ce que ces entreprises font? Elles vont chercher surtout de la main-d'œuvre féminine. Pourquoi? Parce qu'elle est moins organisée, plus flexible. Les femmes ont atteint un niveau supérieur d'éducation par rapport au passé, donc elles sont prêtes, elles cherchent un travail, elles sont intégrées dans ce système. Ce sont des jeunes femmes qui sont très productives. C'est un travail flexible et précaire, mais pendant une courte durée, elles sont extrêmement productives et exploitées. Donc cela ouvre pour les femmes des espaces qu'elles n'ont jamais connus avant. Elles ont une certaine indépendance économique, pas totale parce qu'elles sont payées très peu, mais en tout cas, c'est un pas en avant très important. Et cet intérêt du capitalisme de employer de la main-d'œuvre féminine, ça entre en partielle contradiction, évidemment, avec des structures patriarcales très traditionnelles dans certaines sociétés, où les femmes ne sont pas censées sortir des murs domestiques et où elles sont dressées à être très obéissantes par rapport aux pères de famille, aux hommes en général. Donc là, le capitalisme entre dans un certain sens en contradiction avec le patriarcat. Mais généralement, par contre, le patriarcat et le capitalisme se renforcent réciproquement. Ça, on voit comment le capitalisme utilise en fait les relations patriarcales pour son propre compte. Le capitalisme en soi
est indifférent par rapport au rapport de sexe, par rapport au sexe de la main-d'œuvre. Pour le capitalisme, ce qui importe, c'est d'obtenir le majeur profit possible. C'est l'exploitation tout court, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, ça n'a pas d'importance. Et dans ce sens, donc, il est indifférent au sexe. Mais, politiquement, il utilise le genre. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il utilise les différences de genre qui sont créées idéologiquement, culturellement, socialement, pour diviser, pour créer des divisions dans la classe ouvrière, pour faire du dumping social, avec ce que Marx appelait l'armée industrielle de réserve. C'est-à-dire, il utilise une partie de la classe, les femmes, la partie qui est une partie plus faible, moins organisée, moins payée, pour baisser les conditions générales de la classe ouvrière. C'est une partie de la classe qui peut être plus facilement soit intégrée dans le marché du travail, soit expulsée dans une période de régression économique. C'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Et tout ça, donc, justifié idéologiquement par la conception que le salaire de la femme, c'est un salaire d'appoint, que c'est encore fondamentalement les hommes qui pourvoient aux besoins de la famille. Donc, si les femmes sont repoussées au foyer, ce n'est pas si grave que ça. Donc ça, c'est l'idéologie, ça c'est le genre, ça c'est le patriarcat qui est utilisé par le capitalisme pour son propre compte. Et d'ailleurs, cette fonction-là, de la division des travailleurs de la classe ouvrière, est aussi accomplie par d'autres couches sociales comme les immigrés ou comme d'autres groupes racialisés dans la société. C'est exactement la même fonction. Alors, ce qui est important pour nous politiquement, c'est qu'on ne peut donc pas analyser les contradictions de classe sans y appliquer une approche de genre. C'est-à-dire sans considérer que la moitié de cette classe, c'est des femmes qui vivent donc sous des conditions différentes qui sont en partie liées à l'idéologie certainement, mais aussi à leur position sociale en tant que reproductrices de la force de travail. Il faut donc, quand on analyse les contradictions de classe, y comprendre une approche de genre, et j'ajoute aussi une analyse des contradictions de race et d'oppression autres, comme l'oppression hétéronormative, comme l'oppression donnée par l'origine, etc., etc. Et pour ce qui concerne les femmes, ça veut donc dire illuminer, voir la place spécifique des femmes dans le monde du travail. Comment elles sont utilisées par le capital, quelles sont leurs nécessités spécifiques qui sont en fait en relation avec leurs fonctions de reproduction dans la société. Parce que bon, là aussi, il y a moyen d'analyser plus spécifiquement quelle est la place des femmes dans le monde du travail. Vous allez voir qu'elles occupent certaines places dans le monde économique, dans certains métiers, dans certaines couches des métiers, etc., etc. Et donc, on ne peut pas parler de la classe ouvrière en termes neutres sans voir qu'il y a des ouvriers, des ouvrières, etc., etc. Et en même temps, on ne peut pas mener une lutte pour l'émancipation des femmes, donc travailler dans le mouvement des femmes, sans tenir compte que les femmes, ce n'est pas non plus un groupe homogène. Les femmes sont divisées aussi en classes, elles sont divisées en groupes racialisés par rapport à l'orientation sexuelle,
et d'autres choses. Alors, on travaille en prenant comme boussole les intérêts de la grande majorité des femmes, qui sont des femmes travailleuses. C'est ça notre boussole à nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'adresse que aux ouvrières, que aux femmes travailleuses, pas du tout. On s'adresse à toutes les femmes. On peut mener des luttes avec des femmes bourgeoises, avec des femmes de toutes les classes, sur certains sujets, sur certains thèmes qu'on considère des thèmes transversaux. Notamment ceux qui concernent le corps, la sexualité, la violence. Mais en les abordant, nous restons marxistes, féministes marxistes, et on combine cela avec une vision de classe. Donc, même des thèmes qui regardent le corps ne sont pas vécus de la même façon par une femme bourgeoise et par une femme ouvrière. Quand on luttait pour légaliser l'avortement, et dans certains pays on est en train de lutter pour ça maintenant, on a bien clair que les femmes riches, les femmes bourgeoises, elles s'en sortent d'une certaine manière toujours. Elles peuvent aller avorter dans le pays à côté, à l'étranger, où elles peuvent se payer un médecin privé qui procure un avortement assez sûr, assez en bonne condition. Une femme pauvre meurt, risque de mourir. Mais toutes les deux peuvent lutter pour l'avortement libre dans leur propre pays, à exécuter dans des hôpitaux publics, dans de bonnes conditions. Donc la lutte pour l'avortement concerne toutes les femmes, même si pas de la même manière. Donc ça c'est un exemple typique, mais je pourrais continuer. La question de la socialisation des tâches reproductives ne se pose évidemment pas de la même manière pour une femme qui a un bas salaire et pour une femme bourgeoise, qui peut déléguer à une femme de ménage, à une autre femme, souvent immigrée d'ailleurs, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas concernée par le thème, parce que quand même, la responsabilité de la gestion domestique, si ce n'est qu'au niveau de la programmation et que c'est son truc à elle, c'est son truc à elle. La même chose pour la violence. Si on a des sous, c'est beaucoup plus facile de se tuteler, au niveau au moins de, bon, on peut sortir en prenant le taxi pour revenir à la maison. C'est des banalités, mais c'est des réalités. Et d'ailleurs, la question économique et violence est très liée. Une femme qui est dans une situation économiquement précaire est beaucoup plus vulnérable aussi à la violence. Et une femme qui subit la violence va trouver beaucoup plus difficilement les moyens pour rentrer pleinement dans le marché du travail. Donc c'est un cycle vicieux. Donc c'est cette question de l'imbrication des oppressions et d'avoir une approche politique qui tient compte de cela, c'est très important. D'avoir l'image de la complexité de la société pour y intervenir avec une ligne politique qui n'est pas à côté de la plaque. Et à propos des stratégies de libération et de nos interventions, il y a un concept qui est très important et qui part d'une idée de Marx lui-même, qui dit que l'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre de la classe elle-même. C'est une idée pas banale du tout. Si vous pensez que souvent il y a des intellectuels illuminés qui ont pensé qu'en fait, oui, la classe ouvrière c'était bien, mais c'était eux qui allaient la diriger, parce qu'ils étaient quand même beaucoup plus instruits et beaucoup plus préparés. Non, on parle, c'est la classe ouvrière elle-même qui doit s'organiser pour sa libération. Et le même concept est applicable pour les femmes et pour d'autres couches opprimées d'ailleurs. Pour nous, de la 4e internationale,
je crois que c'est vraiment un de nos axes identitaires principaux. L'auto-organisation, l'auto-émancipation. C'est pourquoi nous défendons la nécessité de construire un mouvement autonome des femmes, possiblement de masse et pluriel, qui crée des alliances avec les autres mouvements sociaux et notamment avec le mouvement ouvrier. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la lutte contre l'oppression, le premier pas à franchir, c'est la conscience d'être autre de celui qui opprime. Parce que normalement, l'oppression se fait aussi par le fait que les gens ne distinguent pas qui est l'opprimeur et qui est l'opprimé à cause de l'idéologie. Donc aussi, dans le mouvement ouvrier, les ouvriers sont poussés à s'identifier avec les intérêts du capital, de l'entrepreneur, du patron, de l'entreprise, de l'économie nationale. Nous sommes tous dans le même bateau. Bon. Et donc le premier pas, c'est prendre conscience qu'il y a des intérêts différents et contradictoires. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Ça, c'est le patron, il a des intérêts différents qu'il masque, et là, c'est moi, et il ne va pas me... Il va pas me... je vais le dire, il va pas me foutre. Donc, c'est ça. Et la première chose, c'est la même chose avec les femmes. Donc, pour prendre conscience de son oppression, ça veut dire voir que être femme ou être homme dans cette société, ce n'est pas la même chose. Être fille ou garçon, ce n'est pas la même chose. On a différentes perspectives, on a différentes attentes, etc., possibilités, etc. Pour ça, je parlais des groupes d'autoconscience dans les années 60-70, mais encore maintenant, souvent c'est important que les femmes se mettent en groupe et parlent de leurs conditions en tant que femmes pour la politiser. Pas pour en rester là et se plaindre, c'est pas ça, mais pour comprendre quel est le côté politique, social de ce qu'on vit individuellement. Donc, autoconscience, prendre conscience. Un deuxième pas, c'est de développer des propres mots pour le dire, un langage propre qui exprime cette oppression. Et une propre interprétation de l'histoire. Donc, regarder en arrière, d'où est-ce qu'on vient et qu'est-ce qu'on a vécu jusqu'ici. Puis, se donner ses propres instruments de lutte. Parce que dans les mouvements sociaux, beaucoup d'instruments de lutte ont été justement copiés du mouvement ouvrier. Et c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres instruments de lutte à inventer. Dans le mouvement antiraciste, par exemple, la question Black is beautiful, la question de la fierté par rapport à la propre identité a été très très importante. Donc des questions identitaires, si vous voulez. Ça a été très important dans l'émancipation de ce mouvement. Et pour les femmes aussi, donc trouver des je ne vais pas dire femme et women is beautiful, c'est pas ça l'idée, mais quand même un peu de trouver des outils de lutte qui ne sont pas nécessairement copiés du mouvement ouvrier. Donc les femmes ont trouvé des moyens d'expression souvent très créatifs dans le mouvement des femmes, un peu ironiques, un peu qui blaguaient, qui ironisaient sur les camarades hommes, sur les hommes en général. C'est aussi une forme de lutte. Une autre question, c'est le fait, pour le mouvement autonome des femmes, pour le construire, c'est le fait de s'adresser à la masse des femmes. Non, on ne s'adresse pas à une certaine élite, pas
qu'aux femmes intellectualisées, mais ce qu'on a à dire, ça concerne la masse des femmes. Donc on s'adresse à elles et notre message doit être compréhensible à toutes les femmes, en tant que femmes. Le mouvement autonome des femmes, ça veut dire aussi pas seulement autonome par rapport au mouvement ouvrier, par rapport aux hommes, mais aussi par rapport à l'État et ses institutions. Dans plusieurs pays, il y a une cooptation du mouvement des femmes dans un féminisme institutionnalisé qui, d'ailleurs, dans certains pays, est utilisé comme blason, pour dire nous, oui, on est un pays civilisé, démocratique, et même utilisé pour aller civiliser d'autres nations arriérées, n'est-ce pas, pour aller libérer les femmes dans d'autres pays. C'est le féminisme d'État ou de gouvernement. Ça, c'est aussi tout un chapitre. Donc, le mouvement autonome des femmes, ça veut dire autonomie politique et financière par rapport à l'État et à ses institutions, aussi par rapport aux organismes internationaux. Mouvement autonome des femmes, ça veut dire aussi construire sa propre leadership, former dans la pratique et dans la théorie des dirigeantes femmes, féministes. Et par cela, renforcer la confiance en soi des femmes en général qui font partie de ces mouvements et renforcer la confiance dans les possibilités de son propre sexe, ce qu'on appelle en anglais empowerment. Et dernièrement, dans ce mouvement autonome des femmes, un des outils importants, c'est la construction d'une démocratie directe, la pratique de la démocratie qui soit vraiment inclusive de toutes les diversités, de toutes les femmes qui s'y approchent. Si on construit ça, on a un bon instrument, pas seulement pour la libération des femmes, mais pour la libération de l'humanité en tant que telle. Cela, c'est évidemment l'idéal d'un grand mouvement autonome de masse. Ça ne dépend malheureusement pas seulement de nous, ça serait une erreur de subjectivisme, mais nous, les féministes socialistes, marxistes, on y intervient, on doit y intervenir et on doit essayer de promouvoir ces mouvements-là. Mais l'auto-organisation, ça ne regarde pas seulement les mouvements de masse, ça peut regarder aussi des organisations du mouvement ouvrier, nos propres organisations politiques. Ça peut vouloir dire simplement la construction de moments de séparation des femmes dans une organisation par rapport aux hommes, la construction de commissions, de comités dans les syndicats, dans les mouvements étudiants, dans nos organisations, des moments séparés où les femmes accroissent leur conscience, leur capacité d'expression, élaborent des tracts et des blogs et des journaux spécifiques pour leur intervention féministe, et à partir de ça aussi renforcent leur position dans l'organisation en tant que telle. C'est ce qui existe dans beaucoup de sections de la 4e internationale, et dans l'internationale en tant que telle, on essaye aussi d'avoir cette approche-là. C'est sur la base de ces rapports de force, de la construction d'un mouvement autonome des femmes ou de mouvements de moments d'auto-organisation dans les organisations sociales et politiques, sur la base de ces rapports de force, qu'on peut construire des alliances avec les autres mouvements. Moi, j'ai vécu ça fortement, par exemple, dans le mouvement altermondialiste,
Ce n'est que à travers la présence organisée et forte de la Marche mondiale des femmes, par exemple, que le mouvement altermondialiste a intégré le féminisme comme partie essentielle de son activité. S'il n'y avait pas eu de mouvement féministe de masse présent, ça aurait été négligé. Donc, il est important que nos militantes développent nos militantes et nos militants développent une vision de genre aussi dans les organisations sociales qui ne sont pas axées sur le féminisme. Je veux dire, dans les syndicats, par exemple, dans le mouvement LGBT, ce n'est pas non plus acquis qu'il y ait une vision féministe. Et pourtant, c'est extrêmement important de créer des convergences entre le mouvement LGBT, le mouvement féministe, contre la droite, contre les fondamentalistes, contre l'hétéronormativité patriarcale. Et comme j'ai dit avant, c'est extrêmement important de développer dans le mouvement ouvrier des positions féministes, pas seulement pour la cause des femmes, mais justement pour contraster la division de la classe ouvrière par les capitalistes eux-mêmes. Dernièrement, stratégiquement, il est important de comprendre que le mouvement des femmes, ou le mouvement féministe, est hétérogène. Ce n'est pas une seule chose homogène. Il est hétérogène socialement, politiquement, culturellement. Les femmes ne sont pas toutes égales. Et il y a différentes manières d'arriver au féminisme aussi. On n'y arrive pas toutes par le même biais. Il y a, par exemple, on a eu un séminaire ici en juillet, international, féministe, où on a parlé de féminisme pluriel, c'est-à-dire la manière dont les femmes indigènes en Amérique latine arrivent à formuler leur libération n'est pas nécessairement la même que celle des femmes qui vivent aux États-Unis dans une grande ville métropole. La même chose quand on vient d'une culture religieuse catholique ou islamique, pas nécessairement on a la même approche et les mêmes mots pour dire notre oppression et pour lutter contre. Donc, le féminisme, ce n'est pas une théorie figée une fois par toutes et qui surgit que d'une classe, d'une partie du monde. Le féminisme, on peut y arriver par différents biais et ce qui est intéressant, ce qui l'enrichit exactement, c'est de voir comment les femmes luttent de partout dans le monde contre le patriarcat, par quel biais, par quels moyens et comment elles expriment ces luttes-là. Et donc il faut comprendre cela pour avoir une vision pas simpliste non plus du féminisme. Là-dedans, nous, on renforce le courant dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire le courant féministe socialiste, qui combine les questions de genre, de race, de classe et d'orientation sexuelle dans ses théorisations et dans ses objectifs de lutte. Mais construire ce courant, ça veut dire, dès que possible, on essaye, comme je disais avant, de nous adresser pas seulement aux militantes politisées, mais de trouver des campagnes qui peuvent concerner la masse des femmes, en prenant comme boussole ce qui est la condition de vie de la majorité des femmes, qui sont des femmes travailleuses, précaires, etc. Alors tout cela a des conséquences aussi
dans la construction de nos organisations, de la 4e internationale. J'ai presque fini. Ça veut dire qu'il faut nous donner les outils à l'intérieur de l'organisation, de l'international et des organisations nationales, pour pouvoir faire cette intervention-là, une intervention féministe, soit dans les lieux mixtes, donc syndicats, universités, etc., soit pour la construction du mouvement autonome des femmes, soit si tout cela, si on n'en a pas la force aussi, le minimum, c'est d'avoir un noyau de militantes féministes qui ont la possibilité d'exercer leur cerveau par rapport à une approche de genre des questions politiques fondamentaux de ce pays, les questions de classe, les questions de l'oppression des femmes, dit d'avoir un noyau de camarades femmes qui pensent à ça, qui écrivent par rapport à ça, qui élaborent et qui font des propositions d'intervention. C'est le minimum. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas l'avoir, même si on est une toute petite organisation. Si on a plus de force, évidemment, il y a moyen d'avoir beaucoup plus, d'avoir des commissions femmes, d'avoir une intervention féministe dans tous les milieux. Et ce qui est important aussi, notamment de la taille de l'organisation, c'est de promouvoir des dirigeantes femmes dans nos organisations qui sont des militantes, soit des mouvements féministes, soit d'autres mouvements sociaux, ouvrières, etc., soit des femmes qui ont des élaborations importantes, soit des militantes sociales. Pourquoi? Parce que l'oppression des femmes, le sexisme traverse aussi nos organisations. Il faut avoir un combat permanent aussi à niveau de nos organisations pour contraster le patriarcat, le sexisme, etc. Et je crois que il y a un potentiel énorme dans les camarades qui ont pris conscience de cette oppression et qui sont militantes marxistes, qui ont beaucoup apporté pour la construction de nos organisations. C'est aussi un constat pragmatique que les militantes les militantes féministes marxistes dans nos organisations ont vraiment une volonté, une capacité de se charger du travail politique et qui est remarquable et souvent aussi créative par rapport à ce qui est la tradition de nos organisations, qui rompt un peu avec la routine. Et je crois que, pour conclure, l'essor de la 4e internationale et de la révolution socialiste et féministe est dans nos mains, camarades.